Vous pouvez poser des questions d'ores et déjà, poster des commentaires, puisque ces questions seront relayées pendant le webinaire, notamment pendant la seconde partie du webinaire qui sera consacrée aux questions du public. Donc, surtout, n'hésitez pas. Pour nos intervenants, n'oubliez pas d'activer micro, caméra en revanche. Voilà, donc peut-être quelques mots pour commencer sur les TEDUC. Peut-être que vous ne savez pas tous ce que sont les TEDUC. Donc, ce sont des rendez-vous qui sont proposés par Univers Science et qui font se croiser les regards des professionnels de l'éducation. Voilà, et vous pouvez retrouver le programme de ces TEDUC sur le site de la Cité des Sciences. Partenariat avec le CRAP Cahier pédagogique. Comment les sciences cognitives questionnent-elles les pratiques d'apprentissage? Alors, vous l'avez remarqué, ça fait vraiment l'actualité depuis plusieurs années maintenant. Et justement, depuis des années, eh bien, les neurosciences et les sciences cognitives cherchent à comprendre comment apprend le cerveau humain. Mémoire, attention, métacognition, motivation, on sait aujourd'hui un petit peu mieux comment un élève, un enfant apprend. Et cette connaissance amène une réflexion sur les méthodes pédagogiques. Mais passer du laboratoire à la salle de classe ne semble pas si évident. Alors, comment créer des ponts entre la recherche et le monde de l'éducation et surtout, comment partager avec les enseignants ces connaissances acquises sur le fonctionnement cognitif? Ce sont toutes ces questions que nous allons nous poser aujourd'hui avec nos 4 intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Jean-Luc Berthier, vous êtes ancien responsable de la formation des personnels de direction à l'École supérieure de l'éducation nationale, fondateur des Coniclasses. Bonjour. Grégoire Borst, vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation et directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, le LAPSIDE. Bonjour. Bonjour. J'espère que... Voilà. Daniel Gaona, vous êtes professeur émérite de psychologie cognitive à l'Université de Poitiers, ancien directeur du centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, également auteur d'un livre intitulé « Quand le cerveau se cultive » chez Hachette Éducation. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Pauline Martineau, vous êtes docteure en médecine et doctorante en neurosciences appliquées aux apprentissages en école primaire. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, j'ai envie de mettre, on pourrait dire, les pieds dans le plat un petit peu, puisque Daniel Gaonac, quand on a préparé en fait ce webinaire, vous m'avez dit tout de suite, eh ben moi, le mot questionne me dérange un petit peu. On a choisi d'intituler ce TEDUC « Comment les sciences cognitives questionnent-elles les pratiques de l'apprentissage ?» Et vous me disiez que dans ce mot, pour vous, il y avait l'idée implicite que les sciences cognitives critiqueraient ou mettraient en cause certaines pratiques. Or, ce n'est pas du tout l'idée. Daniel Gaonac. Oui, on peut d'emblée avoir une lecture un peu polémique du titre, mais c'est juste pour s'amuser, mais pour s'amuser tout à fait sérieusement. Je voudrais d'abord remarquer que même si on admet cette question, ce n'est pas une question nouvelle quant aux relations entre les sciences en général, celles qui peuvent s'intéresser aux apprentissages et l'éducation. Si on se réfère à des psychologues ou à des pédagogues comme Binet, comme Dewey, comme Freinet, la question de l'apport des différentes sciences qui peuvent s'intéresser à l'apprentissage est une question très ancienne. Sous cet angle-là, l'émergence des sciences cognitives ou des neurosciences n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Sinon, peut-être que certains, peut-être parmi les neuroscientifiques, ont pu laisser penser qu'il y avait là une révolution pédagogique possible, et c'est peut-être cet aspect des choses qui peut poser problème, y compris dans la question que vous posez. J'ai envie de dire que les pédagogues, les enseignants en ont peut-être suffisamment des révolutions potentielles dans la pédagogie, et qu'il n'y a pas de raison de penser que même si les apports des neurosciences et des sciences cognitives sont extrêmement importants, il n'y a pas de raison de penser qu'on puisse parler de révolution. Mais pour revenir plus directement à votre question, j'ai presque envie de dire que la question peut se poser en sens inverse aussi, c'est-à-dire qu'un
un enseignant, un pédagogue responsable, je me réfère là à la notion centrale de liberté pédagogique. Un enseignant ou un pédagogue responsable a aussi la responsabilité d'acquérir une compétence qui autorise sa liberté. Donc, je tiens beaucoup personnellement à cette notion de liberté pédagogique. L'enseignant dans sa classe, c'est lui qui décide de ce qui se passe, mais cette notion de liberté pédagogique a forcément un corollaire qui est celui de la responsabilité vis-à-vis de cette liberté. Sous cet angle-là, c'est bien aussi l'enseignant qui interroge les sciences cognitives ou toutes les sciences biologiques ou humaines qui s'intéressent aux apprentissages. Donc voilà la manière dont je pourrais éventuellement remettre un petit peu en cause la question posée. Bon, alors justement, peut-être qu'il faut qu'on définisse un tout petit peu les termes, parce qu'on entend parler de neuroéducation, des sciences cognitives à l'école, mais de quoi on parle exactement? Et surtout, quels processus cognitifs sont étudiés par la recherche? On s'intéresse, je crois, à des processus très transversaux à tous les apprentissages. Grégoire Borst. Non, je vais abonder par rapport à ce qu'a dit mon collègue. Je pense qu'effectivement, l'apport majeur des sciences cognitives, des neurosciences, mais comme on le rappelait finalement de la psychologie du développement, de la psychologie cognitive, qui a abondé finalement les liens entre l'éducation et la psychologie. Je veux dire, avant les sciences de l'éducation, il y avait la psychologie et l'éducation. Je le rappelle quand même, il ne faut pas oublier de le dire. Je dis simplement que je pense que ce qu'apportent les recherches actuelles en psycho du développement, en psychocognitive, en sciences cognitives, en neurosciences, c'est de mettre la focale sur des processus très transversaux aux apprentissages, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire des fonctions de haut niveau qui sont portées par le cortex préfrontal et qui permettent finalement de réguler l'ensemble des autres fonctions cognitives dans le cerveau. Donc, il y en a trois qui sont les trois emblématiques. Donc, flexibilité cognitive, cette capacité qu'on a de passer d'une activité à une autre, mémoire de travail qui est finalement ce qu'on pourrait qualifié d'atelier du cerveau, qui est cette mémoire qu'on engage dans la résolution de problèmes, qui nous permet d'activer des informations et de manipuler les informations. Et puis, la dernière, qui est l'inhibition, qui est cette capacité, finalement, dans le règne du vivant, à pouvoir, à un moment, sortir d'un certain nombre d'automatismes. Et je crois que, finalement, ce qu'on peut amener et ce que peuvent amener ces sciences cognitives, c'est cette focale-là, c'est de dire, attention, à côté de tous ces processus très spécifiques à l'apprentissage de la lecture, des mathématiques, du français, de l'histoire et ainsi de suite, il y a aussi des processus très transversaux et quand on les prend en compte et quand finalement on imagine sa progression pédagogique sur la base de ces processus très transversaux, on peut avoir des leviers pour aider les élèves à réussir dans un certain nombre de domaines. Et je dis juste que dire cela, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut faire acter d'une certaine manière dans le geste pédagogique comment on va pouvoir en référer à ces différents processus transversaux. Et d'une certaine manière, ça, ce n'est pas le rôle des sciences cognitives. C'est-à-dire que le rôle des sciences cognitives, c'est de faire l'éclairage et ensuite d'aller porter cette parole-là auprès des enseignants, mais certainement pas de leur dire quelle est la démarche pédagogique. On n'a aucune expertise là-dedans, soyons très clairs. Les neuroscientifiques et les psychologues du développement n'ont pas d'expertise en pédagogie. Ceux qui ont une expertise en pédagogie, c'est les professeurs. Et tout l'enjeu, c'est d'avoir ce dialogue très horizontal en disant pas simplement que les neuroscientifiques savent et que les professeurs dans la classe ne sont pas des sachants, mais au contraire d'essayer de faire coexister ces preuves de la science et ces preuves de la pratique. Alors on fait ça depuis très longtemps en psychologie, je dirais c'est notre ADN, parce qu'on forme des psychologues praticiens. Donc on sait qu'effectivement un bon psychologue praticien, c'est un psychologue qui a été formé par et à la recherche. Et tout l'enjeu, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on puisse co-construire finalement avec les professeurs dans les classes de la recherche sur ces processus-là. Et nous, c'est ce qu'on fait au laboratoire depuis une quinzaine d'années. On est réellement parti de situations de classe identifiées par les professeurs et on a fait de la recherche fondamentale, par exemple, sur pourquoi c'est difficile de comparer des nombres rationnels, pourquoi les élèves ont des difficultés pour dire que 1,5, c'est en fait plus grand qu'1,432. Parce que finalement, ce qu'ils utilisent, c'est une stratégie approximative construite au moment de l'apprentissage de la comparaison des nombres entiers. Ils ont tendance à créer une stratégie qui est de dire plus il y a de chiffres dans un nombre, plus il est grand. Ça marche très bien sur les nombres entiers, ça marche très mal
sur les nombres rationnels et notamment sur les nombres décimaux. Et que peut-être que là, pour aider l'enfant, ça ne suffit pas de lui rappeler la règle de comparaison des nombres décimaux. Il faut en appeler justement à ces fonctions exécutives et lui faire prendre conscience qu'ici, il est piégé par un automatisme et que tout l'enjeu justement de l'apprentissage et de la pédagogie ici, c'est d'accompagner l'élève pour qu'il apprenne à résister à cet automatisme-là dans ce contexte-là qui l'amène à ce truc. Alors peut-être qu'on peut entendre Jean-Luc Berthier sur cette question justement du lien entre les résultats de recherche et puis la classe et comment on passe de l'un à l'autre, puisque vous êtes créateur des Coniclasses. Oui, merci. Alors, je me situe dans le droit fil parfait de ce que a dit en introduction Daniel Gaonac et ce qui a été confirmé et commenté par Grégoire. Il n'y a très certainement pas de révolution, c'est évident. Il n'y a pas d'injonction à poser. Il y a une évolution. Et il y a une évolution certaine, moi, que je ressens de la façon suivante. Depuis quand même quelques années, et avec beaucoup de bonheur, et c'est pas très évident, mais quand même, il y a une osmose qui se produit entre le monde de la recherche et le terrain, et dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un laboratoire comme le Latidé, que je connais quand même plutôt bien, parce que je travaille beaucoup avec vous, est quand même venu me voir en me disant eh bien, on aimerait conduire des recherches, etc., et des recherches de chercheurs en recherche fondamentale, etc. Et je dirais que c'était assez nouveau. Et il y a de nombreux organismes de recherche, et non des moindres, qui ont la même attitude. Et les enseignants, de leur côté, le vivent avec un vrai bonheur. C'est-à-dire qu'ils sentent que leur posture d'enseignant change un peu. Et c'est ça qui est assez remarquable. C'est-à-dire qu'ils se disent, dans le fond, on va peut-être revisiter nos postures à la lumière de ce que les experts de la cognition peuvent nous dire, et on verra comment on va en faire notre miel dans la classe, comment on veut effectivement, avec cette liberté pédagogique qui était soulignée tout à l'heure. Et si vous voulez, mon organisation, parce que j'ai une grosse équipe avec moi, elle sert un peu à ça. Elle sert d'interface entre la recherche et le terrain, parce qu'on s'aperçoit que c'est riche, que c'est passionnant. Et les enseignants qui se lancent dans un peu de recherche-action, impliqués dans des interrogations, etc., le vivent extrêmement positivement. Donc ça marche dans les deux sens, cette affaire-là. Ce que j'aurais envie de souligner, et je ne veux pas monopoliser la parole, c'est que quand même, alors moi je ne suis ni chercheur ni universitaire, je suis un ancien proviseur, responsable de la formation des cadres, etc. Mais il y a quand même, il me semble qu'il y a quand même sur le terrain de la pédagogie, de l'apprentissage, des connaissances sur la cognition, dont nous ne disposions pas il y a quand même un certain temps. Alors, peut-être que c'était cloisonné dans le monde de la recherche, dans des communications qui pour nous sont un peu absconses, c'est pas simple, c'est pas évident. Mais en tout cas, il y a des connaissances à disposition, et ces connaissances, il s'agit de les mettre à disposition des enseignants et de leur dire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Les mécanismes de la mémoire, on les pratiquait pas tout à fait comme il faut. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de gagner du temps, de gagner de la performance, de gagner surtout du plaisir pour les enfants à vivre l'apprentissage. Bon, moi j'ai été 4 fois proviseur dans des régions très compliquées, et quand on observe la difficulté, la fracture scolaire à Garges-les-Gonesse ou à Argenteuil, comme c'était mon cas, on se dit, mince, la pédagogie, elle a peut-être raté un petit truc quand même quelque part. Et donc, ce qu'on observe dans nos coniclasses que vous soulignez, Marie-Catherine, c'est qu'une amélioration, et c'est pas facile à améliorer, parce qu'il faut s'approprier les choses, etc. Cette amélioration, elle porte des fruits. Alors, on est à l'aube, on est un peu à l'aube de cette appropriation des connaissances, on est un peu à l'aube de cette posture un peu de prof expérimentateur, mais bon, chacun son boulot, mais quand même expérimentateur, et on sent vraiment, enfin nous on reçoit des tonnes de retours positifs, on sent qu'on a vraiment une avancée à faire en s'enrichissant des connaissances issues du monde de la recherche en sciences cognitives, en psychologie cognitive. Alors je crois qu'on est tous assez d'accord sur le constat, effectivement, que les sciences cognitives peuvent apporter beaucoup, finalement, aux pratiques d'apprentissage, aux pratiques éducatives. Mais finalement, comment on fait ? Par exemple, vous avez dit des mots, recherche-action, coniclasse.
c'est quoi? C'est quoi tout ça? C'est quoi une coniclasse? C'est quoi une recherche-action? Comment l'enseignant, concrètement, il va pouvoir mettre en place des choses dans sa classe, comment lui-même va acquérir des connaissances qu'il va ensuite pouvoir transformer et qu'il va pouvoir transmettre de la meilleure façon qui soit. De quoi on parle exactement? C'est Jean-Luc Berthier, je vais rester avec vous un petit peu, c'est quoi une coniclasse? Concrètement, très Oh, concrètement. bah, écoutez, c'est simple, hein, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de format. C'est simplement dans les grands axes de la cognition, la mémorisation, la compréhension, l'attention, l'implication et maintenant un peu plus la métacognition. Si vous voulez, il y a des idées à travailler de concert avec les enseignants. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans les dysfonctionnements d'utilisation de la mémoire, il y a des choses qui ne collent pas bien actuellement dans les classes. Alors donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des suggestions de pistes pédagogiques, on en a quelques dizaines, et les enseignants seuls en premier degré, en petit noyau dans le second degré, toute une classe, c'est plutôt rare, bon, ils se disent, on va essayer de travailler telle piste. Donc ensemble, on va se mettre d'accord et on va essayer de tester si, en reprenant les notions à tel rythme, sous telle forme, en s'interrogeant au lieu de lisant, enfin, des choses qui sont évidentes pour les sciences cognitives. Donc, ils se montent un projet, ils se montent un plan et ils essayent. Et en cela, ils sont un peu expérimentateurs. Donc, on est un peu dans l'esprit scientifique, pas au sens des sciences dures, mais dans l'esprit scientifique. C'est-à-dire, je m'adosse sur des connaissances qui sont validées par la recherche. Nous, on est très exigeant à ce niveau-là et on est très humble. C'est-à-dire que moi, je reviens régulièrement vers Grégoire Borst ou le Lapsidé en disant et ceci, est-ce qu'on peut le dire, jusqu'où, etc. Voilà. Donc, c'est eux, et dans mon équipe, j'ai plusieurs chercheurs. Et donc, ils s'emparent de quelques pistes et ils essayent pour voir ce que ça donne dans leur métier, dans le déroulement normal de leur métier. Donc, on a des contacts avec eux et il nous faut remonter des choses en nous disant, chez les CE2, en primaire, j'ai essayé des choses sur le développement d'attention, etc. J'ai observé ceci, tel élève agité, a un comportement un peu différent. Ce n'est pas de la recherche, mais en tout cas, c'est une implication. On se pose des questions et nous, on collecte un grand nombre d'informations qui nous permettent de penser qu'effectivement, ces pistes pédagogiques, il y a peut-être des choses vers lesquelles on peut avancer. Une coniclasse, c'est cela. Par contre, nous sommes extrêmement exigeants sur quoi s'appuie-t-on pour mettre en place une piste pédagogique. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives et c'est bien, etc. Mais à un moment donné, enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes très à cheval sur la rigueur scientifique. Sur quoi s'adosse-t-on, n'est-ce pas? Alors donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième question, Marie-Catherine, c'était laquelle, s'il vous plaît? Non, je crois que j'avais une question essentielle qui était celle-là, de savoir qu'est-ce qu'étaient les coniclasses et comment on fait ce lien. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc nous sommes des passeurs. Moi, je suis un homme du terrain. Ça fait 50 ans que je suis dans l'éduc. C'est le terrain que je connais. Par contre, les sachants au niveau de la cognition, ce sont les labos. C'est Grégoire, c'est Jean-Philippe Lachaud, c'est des gens comme ça. Et donc, nous, on essaye de comprendre, de décoder ce qu'ils disent, etc. et de voir comment on peut traduire ça dans la classe. Et ce sont les enseignants qui sont en quelque sorte des co-constructeurs d'une évolution pédagogique. Voilà, c'est tout simple. Daniel Gaonac, vous avez travaillé, vous, sur l'acquisition des langues étrangères. Vous avez beaucoup fait de recherches sur cette question-là. Est-ce que, typiquement, il y a eu des applications, des recherches que vous avez menées dans les pratiques éducatives? Oui, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'enseignement des langues étrangères. J'ai aussi travaillé, j'ai toujours mené en parallèle un travail de terrain et un travail de laboratoire. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la mémoire de travail, ce que Grégoire Borst a cité tout à l'heure comme une des principales avancées
dans les sciences cognitives. Et justement, je peux, à partir d'un petit exemple, essayer de répondre à votre question en fléchant quelques aspects de la difficulté de l'articulation entre recherche de laboratoire et recherche de terrain. C'est vrai, et je rejoins tout à fait Grégoire Borst là-dessus, que les concepts de mémoire de travail, de fonction exécutive, de manière plus générale d'attention, sont des concepts qui prennent beaucoup d'importance actuellement et qui du point de vue de la recherche fondamentale, et qui trouvent aussi quelques domaines d'application sur le terrain. Mais on observe aussi parfois que ces concepts sont en quelque sorte saisis pour des tentatives de transfert sur le terrain dont on ne voit pas toujours bien la signification si on cherche à les appliquer. Je veux dire par là qu'une fois qu'on a dit qu'il y avait une relation entre les capacités de mémoire de travail et un certain nombre d'activités scolaires, que la mémoire de travail semble jouer un rôle dans la compréhension, dans le calcul, etc. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi du point de vue des activités didactiques? Un exemple qui relève, pour répondre à votre question, de la question de l'enseignement des langues étrangères. C'est une recherche effectuée avec ma collègue Stéphanie Roussel à Bordeaux. Elle s'intéresse à la compréhension dans une langue étrangère, compréhension écrite, compréhension orale, et elle s'intéresse notamment au rôle que peuvent jouer des exercices de compréhension. Les exercices de compréhension, ça consiste très simplement souvent à demander à l'élève de comprendre, de lire, d'écouter quelque chose et à tester cette compréhension, éventuellement à fournir des aides qui permettent de saisir certains aspects de la signification du texte, etc. Mais on a abouti à un constat qui nous a paru très important, et vous allez voir qu'il y a une relation là avec la notion de mémoire de travail ou de manière plus générale avec la notion de charge cognitive, qui est une notion tout à fait liée à ce domaine. Ce qu'on a montré, c'est que les effets d'un exercice de compréhension pouvaient être extrêmement différents, voire contradictoires, selon les élèves, et notamment les effets des aides à la compréhension, apporter un vocabulaire, poser des questions sur le texte, etc., pouvaient avoir des effets très différents, voire contradictoires, en fonction du niveau initial de l'élève dans la langue. En clair, pour bénéficier d'un exercice de compréhension, il faut pouvoir disposer d'un niveau suffisant dans la langue, du point de vue du lexique, du point de vue de la maîtrise de la syntaxe. Concrètement, ça veut dire que dans la classe, tous les élèves ne bénéficient pas de la même façon d'un même exercice. Les interprétations qui ont été faites, notamment par cette collègue Stéphanie Roussel, de ce phénomène, sont faites maintenant à travers un concept essentiel des sciences cognitives, le concept de charge cognitive, en référence notamment aux travaux du psychologue australien John Sweller, et raisonne en considérant que les activités de compréhension dans une langue étrangère sont des activités extrêmement complexes qui nécessitent des compétences diverses qu'il faut articuler et que dans des situations d'exercice, la charge liée à ces activités de compréhension peut être suffisamment forte pour qu'en réalité, l'exercice de compréhension ne joue plus du tout son rôle supposé positif. Ça conduit à ce raisonnement à des considérations sur le type d'exercice qu'il faut proposer aux élèves, à différents élèves dans la classe, en fonction de leur niveau initial, en fonction de leur maîtrise des éléments de la langue, lexique, syntaxe, et donc à considérer qu'un même exercice, et c'est là que la relation avec les sciences cognitives devient, de mon point de vue, extrêmement intéressante, un même exercice, même s'il est apparemment positif
dans les activités de la classe n'a pas du tout les mêmes caractéristiques du point de vue des processus cognitifs. J'emploie là volontairement les mots techniques caractéristiques de notre approche. Les processus cognitifs qui sont mis en œuvre par les différents élèves ne sont pas réellement identiques pour tous les élèves. Donc, on le comprend bien. On le comprend bien. Les résultats de recherche peuvent amener à faire des recommandations dans le champ pédagogique. Mais encore faut-il arriver à faire en sorte que ces résultats de recherche, ils infusent jusqu'à la classe. Et justement, Pauline Martineau, vous commencez en fait votre recherche, vous avez commencé votre thèse et vous tenez fortement à faire ce lien entre la recherche et le terrain. Et notamment, vous aimeriez mettre en place des groupes de travail avec des enseignants pour qu'ils exposent leurs besoins. Tout à fait. Je me suis lancée dans cette thèse de neurosciences appliquées à l'école en ayant la volonté. En fait, je viens d'un parcours médical et tout comme en santé, j'ai remarqué que dans l'éducation, en fait, il n'y a pas vraiment de pont qui se crée entre la recherche et entre les personnes qui pourraient en bénéficier. Et c'est pour ça qu'à la question principale, en quoi les neurosciences questionnent les pratiques d'apprentissage, je dirais plutôt en quoi elles les complètent ou qu'est-ce qu'elles pourraient leur apporter. Et pour savoir quoi leur apporter, il faut absolument demander aux premiers concernés. J'ai beaucoup d'enseignants en fait, qui me demandent des bases sur le développement de l'enfant. Et j'ai beaucoup aussi de parents, on en reçoit beaucoup, nous, ici à Neurospin, des parents qui sont très demandeurs d'éléments, de savoir beaucoup plus de choses sur le développement de leur enfant et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour les encourager à se développer et améliorer leurs compétences. Et au sein de mon projet, ça serait très intéressant pour moi, je trouve, de mieux connaître les besoins des enseignants et de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du design thinking ou user experience, où on demande vraiment aux gens concrètement quels sont leurs besoins et qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter avec les sciences. D'accord. Il y a un deuxième volet aussi qui semble intéressant parce qu'il y a quand même, on pourrait dire, un risque avec… il y a quand même un effet tendance dans tout ça. C'est les neurosciences, les sciences cognitives dans la classe, des enseignants extrêmement intéressés par ça, mais qui vont aller parfois s'auto-former, aller lire des bouquins, etc. et peut-être pas toujours mettre en application comme il le faudrait. Et parmi les nombreuses actions que vous menez dans le cadre de vos thèses, vous allez mener des ateliers avec Universcience. Si vous avez un projet avec Universcience qui serait de mettre en place des ateliers autour de l'exposition cerveau pour déconstruire notamment les neuromythes qui circulent encore en fait au sein des classes. Oui, tout à fait. Ça fait partie d'un de mes projets. Donc, la Cité des sciences permet à des doctorants de participer à l'animation de beaucoup d'éléments au sein de la cité. Et notamment, il y a une exposition qui a été faite autour du cerveau il y a quelques années. Et une des idées qu'on a eues, c'était de faire venir les enseignants qui le souhaitaient au sein de cette exposition et qu'on puisse ensemble déconstruire plein de neuromythes sur comment se développe le cerveau de l'enfant, et puis plein de neuromythes qui sont liés potentiellement à ce qu'on sait qui fonctionne ou qui dysfonctionne au sein de la classe. Et derrière, par exemple, on veut dire un exemple concret, c'est un neuromythe qui est très véhiculé, qu'on entend souvent, par exemple. Par exemple, le fait qu'on utilise son cerveau que 10% qu'on n'utilise que 10% de son cerveau. Ou par exemple, aussi le mythe que en fait, le sommeil sert à augmenter la mémoire, alors qu'en fait, il sert beaucoup plus à consolider les acquis, mais on ne va pas acquérir de nouveaux éléments pendant le sommeil. D'accord. Et donc, l'idée, là, serait d'essayer d'en parler, en tout cas. Au moins, ouais, exactement, d'échanger avec eux et de pouvoir construire de nouvelles manières de raisonner grâce à ce qu'on sait, tout en restant humble, puisque la recherche change sans cesse. Donc, on en apprend à chaque fois de plus belle. Mais en tout cas, avec l'état des connaissances actuelles. Oui. D'accord, d'accord. Alors, je voulais revenir un petit peu sur la notion de recherche-action parce que là, on a parlé des coniclasses, donc on essaie concrètement de mettre en place, mettre en application des résultats des neurosciences, des sciences cognitives dans les classes, mais il y a aussi ce qu'on appelle les recherches-actions, où là, on est sur quelque chose de plus expérimental. Grégoire Borst, vous allez pouvoir peut-être nous expliquer de quoi il s'agit. Une recherche à action, c'est effectivement une recherche qui a pour caractéristique d'essayer de partir, c'est un peu ce qu'on disait, d'une question finalement du terrain, d'essayer de mettre en place des actions, par exemple pédagogiques, et d'essayer d'évaluer
l'effet de cette intervention pédagogique dans le cadre de l'environnement réel. Parce que tout le problème est un peu là, et c'est ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure avec Daniel Golenac, Jean-Luc Berthier, c'est que finalement, une situation de laboratoire, ce n'est pas une situation de classe. Situation de classe, c'est quand même un environnement très particulier dans lequel se jouent plein de facteurs et qu'on ne peut pas isoler tous les facteurs. Donc la recherche-action, elle a ça d'intéressant, c'est qu'à un moment, elle va essayer justement d'essayer d'instancier dans le réel, dans l'environnement, je dirais, dans l'écologique, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc le pari qu'on a fait au laboratoire, je dirais que là, on se pose un peu justement en porte-à-faux par rapport à d'autres approches. L'approche qui consiste à dire on va donner de la connaissance aux professeurs en les alertant sur les neurones. C'est très bien, si ce n'est que je rappelle qu'il y a un certain nombre de choses qu'on dit aujourd'hui sur le sommeil. On dit le sommeil, ce n'est pas dans la mémorisation. Très bien. On ne sait pas, par exemple, si les différents stades et les différentes phases du sommeil, elles jouent plutôt sur les apprentissages, plutôt sur la consolidation en mémoire. Et il reste encore cette problématique qu'on est dans une recherche en train de se construire. Donc finalement, ce dont on doit armer les professeurs, c'est d'une capacité à penser de façon critique les données de la recherche. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Où est-ce qu'on va chercher l'information? Comment on la cherche? Quelles sont les sources pertinentes d'information? C'est ça finalement qu'il faut qu'on arrive à faire et à transmettre. Et donc le pari qu'on a fait nous depuis 3 ans, c'est de faire de la recherche-action des sciences participatives, collaboratives, dans lequel, c'est un peu ce que disait Jean-Luc, les professeurs deviennent eux-mêmes des expérimentateurs dans leur classe. Alors pas lâchés comme ça seuls, mais effectivement en interaction avec un laboratoire de recherche qui a effectivement une certaine, je dirais, expérience de mener des projets de recherche à large échelle. Et effectivement, on a depuis 2 ans testé une science collaborative et participative dans le sens où les professeurs travaillent avec nous sur les situations d'évaluation, ils travaillent avec nous sur les situations d'intervention en classe et ensuite ils mènent dans leur classe un groupe expérimental, un groupe contrôle, un pré-test, un post-test. Donc en gros, ils font du RCT, on en a beaucoup entendu, de l'essai contrôlé aléatoire, c'est très à la mode aujourd'hui, on en entend beaucoup parler notamment autour de l'évaluation de l'efficacité de l'hydrochloroquine. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est capable aujourd'hui de le faire avec les professeurs dans leur classe et donc à ce moment-là, ils deviennent eux-mêmes, je dirais, les acteurs de cette recherche à l'interface des sciences cognitives et de la pédagogie. Et ça, c'est totalement transformant parce qu'une fois qu'on vous a expliqué pourquoi la méthode expérimentale, qu'est-ce que ça permet de dire, quelles sont aussi ses forces et ses faiblesses, pourquoi il faut être critique par rapport à un certain nombre de résultats parce que finalement, c'est de la recherche en train de se faire. Ils comprennent aussi que finalement, quand on a une hypothèse, elle n'est pas systématiquement vérifiée, qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, qu'on est parfois obligé de s'adapter en temps réel, et ainsi de suite. Là, ça devient vraiment transformant. Parce qu'en fait, on donne aux professeurs la capacité, et aux enseignants la capacité de penser de façon critique ces nouvelles données qui sortent justement des laboratoires d'une part, et puis de ce type de recherche-là. Donc, on l'a fait, par exemple, sur, je vais le dire, on a fait une recherche qu'on est en train de publier, qui montre sur plus de 25 ou 30 classes une intervention dans laquelle on a une approche métacognitive, c'est-à-dire qu'on fait prendre conscience aux apprenants des difficultés qu'ils peuvent avoir au cours de la résolution de problèmes arithmétiques à contenu verbaux. Et ce qu'on montre, c'est que l'approche métacognitive marche mieux qu'une approche plus classique dans laquelle on explique, finalement, on réitère la règle à utiliser pour résoudre des problèmes arithmétiques à contenu verbaux du type Pierre a Bibi, il en a 5 de plus que Jean, combien Jean a-t-il de billes? Et on le fait en utilisant la méthode expérimentale, pré-test, post-test, groupe expérimental, groupe contrôle. D'accord. Et donc, mais à ce moment-là, c'est plus le chercheur qui fait ça, c'est le chercheur qui le fait avec les enseignants. Et c'est d'une certaine manière une façon d'acculturer ces 2 communautés à la réalité de leurs 2 environnements. Mais néanmoins, on ne peut pas mener des recherches-actions avec toutes les classes. Donc, j'imagine qu'une des questions critiques, finalement, ça va être celle de la formation des enseignants, c'est-à-dire les former à cette méthode expérimentale peut-être, ou en tout cas à ce dont on vient de parler là tout de suite. Et finalement, parce que comment on fait une fois qu'on a montré, là vous parlez de résultats de recherche, comment on fait pour que ça diffuse? Voilà, donc ça ne reste pas cantonné à la classe qui a fait cette recherche-là et qu'ensuite on puisse… Alors, d'une part, l'enjeu, c'est de ne pas le faire avec une seule classe. Donc là, le prochain projet qu'on fait, on le fait avec plus de 55 classes. Donc, on voit qu'on est déjà en capacité de monter à l'échelle puisque ça va être 2500 élèves dans le groupe expérimental, 2500 dans le groupe contrôle. Donc,
on a déjà une capacité d'une certaine manière de diffusion. Ensuite, j'en reviens à Jean-Luc. Je veux dire, Jean-Luc, c'est notre courroie de transmission. C'est un peu lui, justement, les coniclasses qui sont des vecteurs de diffusion de l'ensemble de ces connaissances. Et puis ensuite, nous, on va jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à travailler avec des formateurs, des conseillers pédagogiques pour créer de la ressource pédagogique. Mais pas en la créant ad hoc, parce que, encore une fois, nous n'avons aucune expérience en pédagogie. On a besoin de l'input de formateurs et de conseillers pédagogiques pour créer des séquences pédagogiques, cette fois-ci, qui permettent justement d'insister sur tel ou tel processus qui nous semble pertinent, dont on a démontré par la recherche qu'ils étaient importants dans certaines situations scolaires classiques. Et donc, c'est pour ça qu'on a, par exemple, créé une séquence qui s'appelle « Entraîner le cerveau à résister ». Et ça, c'est devenu une séquence pédagogique. D'accord. Et donc, on comprend que les sciences cognitives, finalement, sont une clé supplémentaire, sont une ressource supplémentaire pour les enseignants, mais que pour passer finalement de la pratique, enfin, de la recherche à la séquence pédagogique, on va devoir travailler avec aussi des didacticiens, aussi d'autres finalement champs de compétences. Et finalement, c'est un réseau qui doit se mettre en place et où on aide la mise en place de ce réseau pour que vraiment on ait cette recherche qui aille du labo vraiment à la classe jusqu'à la séquence pédagogique qu'on va vraiment pouvoir mettre en application auprès des élèves. Est-ce que vous me permettez, Marie-Catherine, est-ce que vous me permettez d'illustrer un petit peu ce qui vient d'être dit? Voilà, alors il y a 2 ans, avec l'aide de… Parce que pour nous, on conçoit une recherche-action avec des apports les plus crédibles possibles au jour d'aujourd'hui, l'aide d'un chercheur. Et donc, il y a 2 ans, on a travaillé avec Marie Letton, qui travaillait également avec le LabCID, qui nous a apporté une méthodologie. Et la question qui se posait, c'est est-ce que c'est efficace pour des enfants de tous les niveaux, c'est-à-dire des bons, des moyens, des en difficulté, des pseudo-décrocheurs, etc. Est-ce qu'il est bon de reprendre des notions que l'enseignant a considérées comme essentielles pour permettre aux élèves de comprendre et de constituer un socle qui vont leur permettre de continuer à peu près normalement l'année scolaire et plus encore. Et donc, je vous donne simplement cet exemple. On s'était posé cette question-là. On a fait un appel, on a obtenu 42 enseignants qui travaillaient sur 62 classes, donc ça fait 1400 élèves. Bien. Alors, on avait choisi comme notion histoire-géographie ou SVT. Chaque enseignant choisissait les notions. Donc, et comme c'était en cycle 3, en cycle 4, selon qu'ils étaient plus ou moins grands, ils avaient un nombre plus ou moins important de notions. Bien, je passe sur la technique qui était la même pour tous. Et on a essayé d'effectuer des reprises. Alors, on s'est appuyé sur les résultats, des reprises espacées, expansées, etc. Voilà. Et donc, on a pris les mêmes 62 classes. On a fait un pré-test pendant 4 mois, c'est-à-dire on fait comme d'habitude. Au bout des 4 mois, on teste les élèves sur un certain nombre de notions que les enseignants considéraient comme essentielles. On a eu des résultats. Ensuite, pendant 4 mois, on procédait à des reprises à peu près synchrones pour tout le monde, en tenant compte des vacances, etc., etc. Et à la fin, il y avait un post-test, on faisait un test de même type. Et alors, ça voulait dire qu'on formait effectivement les enseignants à quelques rudiments sur la mémoire. Plus que ça, on formait les enfants, les élèves, mais comment ils fonctionnent, mais c'est quoi l'oubli, etc. Donc, ils possédaient quelques rudiments et on a observé que leur savoir un petit peu sur leur fonctionnement les impliquait incroyablement, si vous voulez. Et ensuite, on a fait procéder à une analyse dans notre équipe. On a une analyste professionnelle des résultats qui nous vient du monde de la recherche pharmaceutique. Et donc, on a analysé cela. Alors, on a observé qu'en moyenne, la performance était 50% plus élevée, etc. Ce qui était intéressant, c'est que les enfants issus des milieux plutôt défavorisés ou dans les REP, etc., ils avaient des augmentations de performance au niveau de la rétention des notions de 200%. Alors, toutes choses égales par ailleurs. Ces chiffres ne sont pas absolus, etc. Mais ce qu'on a observé également, c'est que 41 sur 42 des enseignants ont dit
j'ai découvert des choses et j'ai surtout découvert un appétit à découvrir. Et ça, alors, ça n'a pas valeur de dogme, bien sûr, mais en tout cas, c'est une porte qui a été ouverte sur un état d'esprit. J'essaye, je m'ouvre, je fais des essais, j'avance, comme dans la démarche scientifique. C'est pas dogmatique, mais il leur a semblé avoir un peu découvert des mécanismes de la mémorisation, et ils ont tous dit, l'année prochaine, donc c'était l'année dernière et cette année, on continue, on avance, etc. Voilà un exemple de recherche-action. Et par exemple, il y a d'autres thèmes. Actuellement, on travaille sur la métacognition avec Joël Proust, et il y a un thème qui se dégage avec Grégoire et son équipe sur, si j'ai bien compris, est-ce que le fait d'apprendre aux élèves comment ils fonctionnent, est-ce que ça les implique davantage, qu'est-ce que ça change pour eux. Voilà, l'idée, l'esprit de la recherche-action, c'est cela, Marie-Catherine. D'accord. Alors, j'invite quand même les enseignants, je crois qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, hein, à faire remonter un petit peu leurs questions, vraiment toutes les interrogations sur ces sujets-là dans la partie conversation. On pourra comme ça en discuter. Alors, une autre chose, c'est que les neurosciences et les sciences cognitives, elles sont aussi là pour déceler des difficultés. Notamment, on parle beaucoup des troubles 10 en ce moment, et c'est aussi une des questions centrales aujourd'hui. Alors justement, Pauline Martineau, vous avez un projet de thèse. Vous étudiez comment se met en place la syntaxe, comment elle s'implémente dans le cerveau des enfants, dans un cerveau humain plus généralement. Et donc, l'une des applications de vos recherches, c'est précisément de déceler d'éventuelles difficultés dès le CP et d'aider les enseignants à accompagner finalement ces élèves. Alors oui, tout à fait. On a tout un projet qui est fascinant sur comment est-ce que se modifie le cortex dès qu'on apprend à lire. Donc, on connaît toutes les premières étapes d'apprentissage de la lecture. Et la lecture, c'est un phénomène complètement inventé par l'homme, où on fait une sorte de greffe d'un certain code sur le langage qu'on connaît déjà. Donc, par exemple, les mots maman, papa, on va pouvoir décoder chaque lettre, les rassembler, les associer à un son et ensuite leur associer à un sens dans notre cerveau. Et lorsqu'on apprend à lire, notre cortex se modifie. Donc, notre cortex, c'est tout le réseau de neurones en fait, qui est tout à l'extérieur du cerveau. C'est comme une grosse orange et ça représente la peau de l'orange. Et il y a toute une partie en fait, qui se modifie complètement dès qu'on commence à lire. Et lorsqu'on suit des enfants qui sont en tout début de CP versus à la fin du CP, on voit tout à fait en fait, les zones qu'ils utilisent et qu'ils monopolisent dès qu'ils commencent à apprendre à lire. Et nous, ce qu'on recherche, c'est est-ce que le cortex est modifié dès qu'on apprend à lire dans le domaine de la syntaxe, c'est-à-dire l'acquisition d'une grammaire qui est assez propre au français. Par exemple, notre langue, le français, est une langue moyennement transparente par rapport à l'italien qui est très transparent, ou philosophia, c'est avec un F, alors qu'en France, en français, philosophie, ça serait PH. Et donc, le fait que notre langue soit moyennement transparente, est-ce que lorsque l'enfant lit une phrase « il mange au singulier » ou « il mange au pluriel », on n'entend pas la différence au niveau audio, mais par contre, il le voit au niveau de l'écriture. Donc, est-ce que ça consolide sa capacité à développer sa syntaxe derrière ou pas? Et est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés à acquérir cette syntaxe ou pas? En fait, on teste à la fois par des tests neuropsy avant, les IRM, et ensuite, on fait également des IRM pour faire des corrélations entre les éléments physiques et entre les éléments qu'on peut regarder au niveau du cerveau. Et l'idée, c'est ensuite éventuellement de mener des recherches aussi sur le terrain? Bah, tout à fait. En fait, à chaque fois, on accueille les parents et on accueille aussi les enseignants. Donc, on a beaucoup de retours en fait, avec eux, et on demande aussi beaucoup aux enfants comment est-ce qu'ils perçoivent leur type d'enseignement à l'école. Donc, en fait, on fait même intervenir les plus petits dans leurs apprentissages de tous les jours. Alors, Daniel Gaonac, j'avais une question pour vous, parce que vous me disiez attention à bien prendre en compte le contexte, l'école, le groupe, classe, dans lequel se réalisent les apprentissages aussi, il ne faut pas l'oublier. Ah, vous n'avez pas votre micro activé, je crois. Voilà. C'est une bien vaste question à laquelle je peux répondre déjà par un des principes que j'ai évoqués au tout début. Certes, les sciences cognitives ont certainement beaucoup à apporter à l'éducation, mais de grâce, pas que les sciences cognitives, et je ne vois pas en quoi les sciences cognitives pourraient avoir une sorte de prééminence
par rapport aux questions d'éducation. Mais pour répondre à votre question, c'est grosso modo prendre en compte un certain nombre de choses qui ont été évoquées par les différents intervenants là, c'est prendre en compte que les questions, en quelque sorte, viennent d'abord du terrain. Donc, à travers la complexité du terrain. L'enseignant dans sa classe, il n'a pas en face de lui des cerveaux. Si, il a en face de lui des cerveaux, mais pas que des cerveaux. Et si je peux faire 10 secondes de publicité pour le bouquin que j'ai publié l'an dernier, quand j'ai intitulé ce bouquin quand le cerveau se cultive, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les apprentissages sont liés à la fois à des déterminants biologiques, c'est bien dans le cerveau qu'il se passe quelque chose, moi je suis matérialiste, mais aussi à des déterminants culturels, à des déterminants sociaux. L'élève dans la classe, ce n'est pas un cerveau tout seul, c'est un individu qui a sa vie par ailleurs, qui a sa vie dans l'école, et tout ça joue sur les apprentissages. Mais c'est une réponse extrêmement générale, je ne sais pas si elle peut vous satisfaire, je ne peux pas en faire d'autres. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire effectivement, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas que des cerveaux et que ces cerveaux, ce n'est quand même pas tous les mêmes, même s'ils fonctionnent un petit peu sur le même principe. Et notamment, il y a un commentaire qui m'intéresse là, c'était Loïc qui disait, par exemple, l'approche sur les stratégies de compréhension avec un élève ayant des troubles du spectre autistique ne seront pas les mêmes que pour un élève plus ordinaire. Alors comment, justement, les sciences cognitives, elles prennent en compte aussi l'individualisation des apprentissages? Peut-être Gregor Borst sur cette question. Deux choses. La première chose, c'est que de grâce, arrêtons d'opposer les disciplines. Je veux dire, l'éducation, elle est par définition, c'est un problème complexe qui nécessite la convergence, je dirais, de différentes disciplines et de différents outils proposés par ces différentes disciplines. Donc, on le disait, pour aboutir à une séquence pédagogique, je ne peux pas, moi, en créer une. J'ai besoin de didacticiens, j'ai besoin de gens qui travaillent en sciences de l'éducation, j'ai besoin d'enseignants sur le terrain. Bon, de la même manière, faites très attention à ne pas opposer contexte social et cerveau. Un enfant qui se développe dans un milieu défavorisé, sa courbe de maturation cérébrale va diverger par rapport à celle d'un enfant qui vit dans un milieu favorisé dès 4 mois, après la naissance. Donc, il n'y a pas d'opposition formelle entre environnement d'un côté, biologie de l'autre. C'est bien des cerveaux qu'on a en face de nous, dans des corps, qui sont en interaction les uns avec les autres. D'où la problématique qu'on a pour passer du laboratoire dans lequel on est en train d'essayer de maîtriser toutes les variables à une classe dans laquelle, par définition, on ne peut pas maîtriser toutes les variables. D'où l'enjeu de ces recherches-actions dont on parlait tout à l'heure, c'est précisément de faire le pont entre les résultats qu'on peut trouver dans un laboratoire et d'essayer de voir si on peut répliquer des résultats similaires ou différents d'ailleurs. C'est ça tout l'enjeu. C'est de se dire, évidemment, les environnements sont un peu différents. Quand vous êtes en REP REP+ à Paris, ce n'est pas tout à fait la même chose d'être en REP REP+ dans le 93. Vous n'avez pas tout à fait la même diversité des milieux socio-économiques. Donc, il y a probablement une intervention ne marchera pas exactement de la même manière. De la même manière, effectivement, les sciences cognitives, ce qu'elles apportent, c'est exactement ce que vous disiez. Les principes de fonctionnement du cerveau sont les mêmes, mais tous les cerveaux sont différents. Et je pense que c'est important de le dire. Et qu'effectivement, un enfant qui a un trouble du spectre autistique, il a une variabilité par rapport de son cerveau, par rapport à un enfant neurotypique, même si c'est un terme qu'on n'utilise plus trop. Mais sachez qu'aussi, au sein du trouble du spectre autistique, il y a autant de variabilité que dans la variabilité normale. Donc, c'est tout ce qu'on apporte aussi, c'est de dire finalement aux enseignants, vous avez une variabilité des profils finalement et de vos élèves. Néanmoins, il existe des lois générales de l'apprentissage du cerveau humain et que, bien que oui, certains enfants ne répondront pas exactement de la même manière, et Daniel Gagnac l'a très bien dit, effectivement, si j'arrive avec un niveau de vocabulaire différent, ça aura des effets sur ma compréhension et ça aura des effets sur le type d'information que je peux faire. Mais très honnêtement, c'est absolument pas nouveau pour les enseignants. Ça s'appelle la différenciation pédagogique. Je veux dire, on connaît ça depuis Alfred Binet. Je rappelle qu'Alfred Binet, il avait été mandaté par le ministère de l'époque pour créer des outils qui permettaient de détecter les enfants qui répondaient mal à la pédagogie générale, on oublie la deuxième partie de la proposition, pour leur proposer des pédagogies alternatives. Donc, on n'a rien inventé. On vous dit simplement qu'effectivement,
ça se réalise aussi, et on peut aussi le démontrer, par l'entrée des sciences cognitives et de la variabilité interindividuelle dans un certain nombre de fonctions cognitives. C'est finalement ce qu'on peut dire, et qu'effectivement, ça appelle peut-être, c'est ce que disait aussi Daniel Gayonac ou Jean-Luc, des réponses pédagogiques différenciées. Mais ça, c'est du ressort des enseignants de penser cette différenciation pédagogique. Alors peut-être une question plus pertinente, est-ce que les recherches menées par exemple sur l'influence des émotions sur les apprentissages peuvent aussi aider, je sais pas, cette différenciation, ou peuvent aider à savoir comment mettre en application un certain nombre de pratiques pédagogiques. En tout cas, le rôle des émotions, est-ce que ça c'est quelque chose qui est étudié? Est-ce que c'est encore en friche sur le plan de la recherche? Alors, ce n'est pas en friche, hein. Il y a des laboratoires qui sont plus spécialisés là-dedans, qui s'intéressent plutôt aux compétences socio-émotionnelles et comment ces compétences socio-émotionnelles ont un effet sont impliquées dans un certain nombre d'apprentissages. Je rappelle simplement que si on regarde d'un point de vue, je dirais qu'on fait une analyse de processus impliqués dans une tâche, qui est aussi ce que font finalement les enseignants quand ils sont dans une situation scolaire, ils font une analyse de la tâche. De la même manière, en psychologie, on fait une analyse de la tâche. Soyons très clairs, quand vous faites une erreur dans une tâche, qui est une condition sine qua non pour apprendre, on apprend en faisant des erreurs. On ressent une émotion suite à cette erreur. Et donc, évidemment, qu'il y a un caractère émotionnel à l'apprentissage. On va faire une erreur, on ressent une émotion. Dans la même situation un peu plus tard, c'est bien parce que je me remémore l'émotion que j'ai pu ressentir au moment où j'ai fait une erreur dans ce contexte-là que je change de stratégie. Sinon, finalement, je perdure dans cette stratégie. Donc, au cœur même de ce qu'on a démontré au laboratoire, on a montré que des corrections d'erreurs de raisonnement logique étaient sous-tendues par des réseaux émotionnels dans le cerveau. Et c'était très surprenant, puisqu'on est dans le pays de Descartes, dans lequel on oppose systématiquement raison et émotion. Et on a montré ici qu'effectivement, il y a un certain nombre d'émotions, notamment les émotions contrefactuelles, comme le regret et le soulagement, qui guident en fait le changement de stratégie et qui guident l'apprentissage. Donc, finalement, prendre en compte les émotions, c'est évidemment un enjeu. Je rappelle aussi que finalement, l'apprentissage, et c'est ce que disait Jean-Luc, quand on fait prendre conscience, ou quand on donne des connaissances sur le cerveau aux enfants, quand on leur parle d'eux-mêmes, on leur fait découvrir qui ils sont, ça crée des émotions positives, ça crée de la curiosité. La curiosité, c'est aussi une émotion. Donc finalement, tout ça, il y a des travaux sur la curiosité, par exemple, et comment ça vient guider la motivation et les apprentissages. La motivation intrinsèque, c'est aussi une forme finalement d'émotion qui peut, et ce qu'on a montré, ça c'était des travaux en psychologie d'apprentissage qui remontent à il y a plus de 50 ans, mais ce qui a été montré, c'est qu'effectivement, quand on favorise la motivation intrinsèque, par exemple en faisant un retour sur la courbe d'apprentissage des apprenants et non pas sur leur performance, on va maximiser la motivation intrinsèque et on améliore la réussite scolaire des enfants. C'est des choses toutes simples qu'on peut essayer de mettre en place comme ça. Alors, je donne la parole au public, puisqu'on a une personne qui nous dit « Je suis formatrice avec des publics éloignés de l'écrit qui ont été ou non scolarisés auparavant. Pouvez-vous m'orienter sur des recherches-actions auprès de ce public ?» Je ne sais pas qui souhaiterait répondre. Ça vous laisse quoi? Non, mais des recherches-actions, il n'y en a pas. Il y a eu quelques recherches sur l'illettrisme et qu'est-ce que ça peut produire sur le cerveau, mais ce n'est pas des recherches-actions. Sur la recherche-action, moi, je n'en connais pas, mais il en existe sans doute. Hein. Je dirais que là, je m'arrête à ce que je ne connais pas de recherche spécifique dans ce domaine. Mais je pense qu'il y en a. Alors, pour poursuivre juste un petit peu sur l'émotion, vous disiez, quand on fait une erreur, on a une émotion, et c'est ce qui va faire, entre autres, qu'on ne reproduit pas l'erreur en question. J'imagine aussi parfois que l'émotion peut freiner fortement certains apprentissages et que justement connaître cette émotion est important dans la pratique. Alors, nous, on vient de finir toute une étude qui est intéressante de ce point de vue-là, qui porte sur l'anxiété mathématique. L'anxiété mathématique, on sait qu'effectivement, ça a des effets sur la réussite en mathématiques. Et on a montré qu'une partie des différences qu'on peut observer entre les élèves qui viennent de milieux défavorisés par rapport aux élèves qui viennent de milieux favorisés, notamment dans la réussite en mathématiques, était expliquée en partie par des différences d'anxiété mathématique dans ces deux populations. Les enfants qui viennent de milieux défavorisés présentent plus d'anxiété mathématique. Et avec des modèles statistiques, on a démontré que c'était parce qu'ils ressentaient plus d'anxiété mathématique qu'ils avaient de moins bonnes réussites en maths. Donc, tout l'enjeu ensuite, c'est de se dire
comment on va jouer sur cette anxiété mathématique, comment on va pouvoir penser des modalités pédagogiques pour réduire d'une certaine manière justement cette anxiété mathématique dans des populations, et là on en revient à la différenciation, dans des populations qui viennent de milieux défavorisés, dont on sait qu'elles sont surexposées au stress de façon chronique, et qui pourrait expliquer pourquoi elles développent plus d'anxiété mathématique spécifique, d'anxiété dans certains apprentissages. Alors Jean-Luc Berthier, j'aurais voulu revenir un petit peu sur les coniclasses, parce que comment on évalue, où est-ce qu'on arrive à évaluer un petit peu ce qu'apportent les coniclasses par rapport à un enseignement, j'allais dire plus traditionnel, mais en tout cas voilà, par rapport à un autre type d'enseignement. Est-ce qu'on arrive à évaluer un petit peu? À vous toucher un point sensible. Excusez-moi, je fais un tout petit peu retour en arrière sur l'histoire des émotions, du positionnement de l'élève, comment il conçoit son apprentissage, etc. Parce que c'est un peu l'enjeu de ce qu'on essaie de développer, c'est-à-dire l'accompagnement de l'enfant ou de l'élève avec ce que l'on appelle de façon un peu globale, on ne va pas entrer dans le détail, ce sera un peu long, de la métacognition. C'est-à-dire arriver à faire s'autonomiser l'élève, se responsabiliser l'élève, jouer sur les paramètres de la motivation, etc., mais de façon un peu construite. Donc, les questions autour desquelles nous, on est en train de travailler, c'est est-ce que l'élève a une représentation positive de lui? Je suis une fille, j'apprends les maths, mon père est paysan, est-ce que je pourrais faire des études? Enfin, tout un tas de choses comme ça, avec des biais qui traînent un peu partout. Donc, est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que je suis au point pour aborder une nouvelle activité scolaire? Est-ce que j'ai le vocabulaire pour comprendre ce qu'on va m'expliquer en biologie, etc., etc. On va me demander de faire des choses. Est-ce que je vais réussir à faire les différentes étapes? Comment j'y arrive? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que ma stratégie elle est bonne? Etc., etc. Est-ce que j'ai confiance en moi? Alors tout ça, ça existe bien entendu dans le paysage. Moi j'ai été principal proviseur plein de fois. La plupart des enseignants ont une bienveillance, voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça l'empathie, l'altruisme, etc. En tout cas, il y a ça. Mais l'idée, c'est peut-être d'arriver à affiner ça, améliorer l'accompagnement. Donc, ça passe par ce qu'on appelle la compétence métacognitive de l'élève. Comment devient-il plus autonome dans la manière d'avancer sur un parcours? Et je vous coupe 2 secondes. Grégoire Borst doit nous quitter, donc on lui dit merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Je suis désolé, je dois aller donner un cours. Quelle déception. Voilà, je vous en prie, Jean-Luc Berthier, poursuivez. À bientôt, Grégoire, à bientôt. Que disais-je? Oui, donc l'idée, c'est de développer cette prise de conscience personnelle de l'enfant, de se débarrasser de ce qui pourrait être pour lui des obstacles, de la motivation. C'est quoi mon but? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça m'intéresse? Etc., etc. Donc ça, les débuts de ces démarches-là qu'on fait dans un certain nombre de classes sont assez probantes. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve. L'enfant, l'enseignant, qui sait mieux comment gérer ce qu'on pourrait appeler des questions à dimension métacognitive, etc., les familles. Donc tout ce monde-là produit non seulement un accompagnement plus intéressant, mais en plus, on sent que ça développe quelque chose chez l'enfant. Et ça participe un peu à la réduction d'une sorte de fracture, comment on pourrait dire, socio-scolaire, hein, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, donc je reviens là-dessus. Et votre question, c'était, rappelez-moi décidément. C'était sur l'évaluation initialement. Ah, l'évaluation, oui. Alors, pour l'instant, nous, on existe depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on a vu beaucoup d'enseignants qui ont mis en place ce que j'expliquais tout à l'heure. Et pour le moment, je reconnais avec beaucoup d'humilité que ce qui nous manque et ce sur quoi on essaie de travailler maintenant, c'est comment on essaie d'évaluer de façon peut-être pas quantitative, mais en tout cas d'avoir des éléments qu'on pourrait corréler entre les différentes classes et les différents enseignants. Donc c'est ça un travail sur lequel on se penche actuellement. Donc je travaille nous travaillons avec plusieurs chercheurs là-dessus. Comment faire? Et ça, c'est un vrai problème. Parce que, si vous voulez,
comme vous le disiez tous tout à l'heure, la classe, c'est pas un lieu de recherche fondamentale. Les profs, ils font leur boulot, ils ont leur programme, etc., etc. Donc, on peut pas ils veulent bien faire un peu de recherche-action où on cadre un peu la méthodologie, mais c'est compliqué, si vous voulez, d'avoir des panels importants, comme ce que disait Grégoire avec les 5000 élèves, 2 fois 2500, etc. C'est extrêmement compliqué à monter. Donc, on a un souci actuellement de savoir est-ce que cette pratique, on peut conclure des choses de telle façon à pouvoir le dire et pouvoir le diffuser. Nous sommes d'une grande prudence. Mais lorsque, par exemple, je vous prends un exemple, lorsque, par exemple, les techniques de 4 ou 5 minutes qui sont consacrées de temps en temps dans la journée sur ramener un peu le calme, dans la tête, percevoir ce qui peut distraire de l'attention, voir à quel point, à quel moment et avec quelle intensité un élève est distrait lui-même par des choses qui lui passent dans la tête ou des choses de l'extérieur, etc. Quand on a, je ne sais pas, 200 témoignages qui vont dans le même sens et qui nous disent, nous sentons que lorsqu'on fait ça, et lorsqu'on est plusieurs collègues d'une même équipe à faire ça, on sent qu'il y a quelque chose de positif et que les élèves le demandent parce qu'ils se sentent mieux et pendant les 10 ou 20 minutes qui suivent, ils se sentent mieux dans l'activité d'apprentissage. Évidemment, on n'est pas insensible à ce résultat. Mais ce qu'il faudrait maintenant, c'est peut-être arriver à le cadrer davantage. Donc, c'est une vraie question, si vous voulez. L'observation des effets sur les élèves. Comment ils le vivent, comment ils le ressentent, qu'est-ce qu'on observe, vous voyez. Et ça, c'est vraiment un segment, si vous voulez, de la démarche qui est vraiment à développer. C'est un point faible pour le moment. Mais en tout cas, pour les enseignants qui seraient intéressés, vous devriez animer des ateliers à Universcience autour de ces questions-là qu'on évoque là tout de suite. Bah, écoutez, je ne sais pas exactement ce que recouvre Universcience. En tout cas, je participe un petit peu à l'activité initiée par Claire et à laquelle qu'a évoqué tout à l'heure Pauline, sur comment, à partir d'une expo, qui finalement est un magnifique prétexte pour faire venir des enseignants, leur expliquer un peu le cerveau, se poser des questions, réfléchir autour de ça, faire venir peut-être après des élèves, travailler là-dessus. Donc ça, on voit que c'est un passage tout à fait attractif, si vous voulez, pour rapprocher l'activité pédagogique vraiment dans la classe, etc., avec d'autres questions plus en recul, plus contextuelles, etc. Donc oui, j'accepte volontiers la proposition, dans la mesure où on est capable d'y répondre. Je vous rappelle que et ça c'est hyper important, moi je suis un ancien scientifique, hein, voilà, et si vous voulez, là, nous attachons une très grande importance à la rigueur des éléments sur lesquels on s'appuie, et sur la prudence avec laquelle on manipule des connaissances, on met en route des activités, etc. Nous sommes très, très prudents. C'est une démarche vraiment, je dirais, dans l'esprit scientifique. Ça, c'est vraiment important pour nous. Où est disparue Marie-Catherine? Je crois que Marie-Catherine a disparu. Oui, je pense que Marie-Catherine a été coupée, sa liaison doit être interrompue. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Jean-Luc Berthy. C'est vrai que c'est très, très difficile. Nous, je suis une des seules chercheurs qui a accès aux données des évaluations nationales qui ont été faites en CP et en CE1. Et c'est très, très difficile pour nous d'estimer qu'est-ce que c'est en fait de bonnes compétences, les compétences attendues pour un enfant, selon son milieu de vie, selon sa culture, selon où il a grandi, selon ses parents. Et en fait, même si on ajuste sur tous les paramètres de à quel âge il est rentré en CP, quel est son niveau socio-économique, c'est très, très compliqué de pouvoir estimer qui réussit mieux, qui progresse, qui, au contraire, a plus de difficultés. Et ça, c'est des grosses questions qu'on se pose. On aimerait bien, en fait, on arrive à identifier les prémices de difficultés dans certains domaines
Dans certains domaines de l'apprentissage, par exemple les tout débuts de la lecture, parfois on peut passer au-delà on peut se dire bah, cet enfant lit bien et en fait on ne s'est pas aperçu qu'il avait des difficultés dans une sous-catégorie en métaphonologie par exemple, et on arrive à le repérer avec la recherche, et ça peut être très intéressant à transmettre aux enseignants par exemple grâce à un certain type de recherche. On peut leur dire bah, attention, cet enfant-là il a des difficultés dans tel domaine. Mais par contre, le côté difficulté, c'est très, très relatif et à mettre en perspective du niveau socio-économique, du lieu où il se trouve. Ça rebondit sur le fait de qu'est-ce que c'est qu'une difficulté, en quoi est-ce que ça va lui créer des difficultés à l'avenir. C'est pareil quand vous dites quelles sont les bonnes compétences attendues. C'est tout un programme de recherche à l'échelle de la société, parce que qu'est-ce qu'une bonne compétence? Est-ce que c'est pour qu'il vive bien lui? Est-ce que c'est pour Oui, tout à fait. un bon citoyen? Est-ce que voilà, ça pose tout un tas de questions. Je crois qu'on a vraiment définitivement perdu Marie-Catherine. Non, elle est revenue. Vas-y, reprends la parole. Je suis désolée, j'étais dans une faille spatio-temporelle, ça a tout a coupé, rien ne marchait. Veuillez m'excuser. Alors peut-être une question supplémentaire. J'ai perdu le fil de la discussion. Y a-t-il eu d'autres questions? Ah, je ne vois plus l'historique, j'en suis navrée. Je ne vois plus l'historique des questions. Alors moi, j'avais une question qu'on n'a pas évoquée du tout sur l'usage du numérique. Parce que est-ce que là aussi, les sciences cognitives peuvent aussi guider les choix pédagogiques? On l'a vu pendant le confinement, il y avait énormément d'outils numériques, etc. Et est-ce que voilà, les sciences cognitives peuvent nous aider à faire un petit peu le tri dans tout ça? Je ne sais pas qui souhaite éventuellement répondre. Daniel Gaonac, peut-être, ou Pauline Martineau. Je prends la parole pour dire que je n'ai pas personnellement de réponse, mais qu'il y a d'excellentes recherches en psychologie cognitive sur ce sujet. Il y en a quelques-unes dans mon laboratoire à Poitiers, le CERCA. Il y en a aussi dans un excellent laboratoire à Toulouse, initialement à l'initiative d'André Tricot, qui est maintenant à Montpellier, dans une bonne collection sur les mythes et les réalités en matière d'éducation. Il y a un excellent livre de Tricot et Amadieu sur cette question. Donc moi, je n'ai pas de réponse, mais il y a effectivement des travaux qui tentent de dépasser la polémique halte au tout numérique. Il serait quand même grand temps de dépasser cette polémique pour tenter, et ça reprend un certain nombre des choses que j'ai tenté de faire passer aujourd'hui, pour tenter d'analyser de manière un petit peu fine ce qui se passe, entre guillemets, dans la tête des élèves. C'est ce que nous appelons l'étude des processus cognitifs, ça fait quand même plus sérieux, pour analyser ce qui se passe dans la tête des élèves dans une situation de classe habituelle et dans une situation d'utilisation d'un outil numérique. Le numérique, c'est un outil. C'est un outil qui a des conséquences, au même titre que l'écrit, Pauline Martineau le rappelait tout à l'heure, c'est un outil construit par l'homme qui a des conséquences sur son fonctionnement cognitif, qui pèsent en quelque sorte sur le fonctionnement du cerveau. Le numérique, c'est à la fois un outil, donc quelque chose qui rend service par définition, sinon ce n'est pas la peine, mais qui pèse aussi sur la manière dont on peut penser, sur la manière dont on peut apprendre. Donc, de grâce, le numérique n'est pas la panacée, n'est pas quelque chose qui résout tous les problèmes. Peut-être que ça résout certains problèmes financiers, mais c'est une autre histoire. Mais en termes d'apprentissage, c'est loin de résoudre tous les problèmes, mais ça en pose un certain nombre. J'invite les enseignants ou personnes du public qui le souhaitent à s'exprimer, même à l'oral, pour poser leurs questions aux intervenants qui sont ici, bien sûr. Est-ce que je peux continuer une minute en reprenant au vol certaines des choses dites par Gregor Borst et par Jean-Luc Berthier? Gregor Borst a beaucoup insisté sur la nécessité, je le rejoins évidemment, de ne pas opposer les déterminants biologiques et les déterminants culturels et sociaux. Je voudrais insister sur une autre opposition qu'il faudrait arriver à dépasser et qui rejoint certaines des questions qu'on s'est posées sur la formation des enseignants.
c'est l'opposition supposée entre une vision généraliste des apprentissages, ce que peuvent apporter les pédagogues, les sciences de l'éducation ou les sciences cognitives, et les visions disciplinaires. C'est un fait que la formation des enseignants et leur recrutement sont fortement liés aux compétences disciplinaires, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a évoquées aujourd'hui à travers les exemples qui ont été donnés, qui montrent que ô combien cette opposition est stérile. Beaucoup des exemples qu'on a donnés montrent qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution dans les pratiques pédagogiques si on ne prend pas en compte à la fois des contraintes didactiques et des contraintes du fonctionnement du cerveau ou de manière générale du fonctionnement des apprentissages. Je crois qu'il y aurait tout un travail à faire sur les formations, sur les recherches-actions, tout un travail à faire sur cette articulation entre didactique et processus généraux d'apprentissage. Et Pauline Martineau, je crois, vous souhaitiez intervenir. C'était par rapport au numérique et aux écrans. En fait, non seulement les sciences cognitives peuvent apporter une réponse, mais il y a aussi beaucoup d'autres types de recherches. Je pense aussi aux sciences épidémiologiques. On a une cohorte en France qui s'appelle EDEN et une deuxième qui s'appelle ELF. Et elles suivent en fait énormément de familles et d'enfants depuis leurs quelques semaines dans le ventre des parents. Et en fait, elles permettent de nous apporter beaucoup d'informations sur l'interaction qu'il y a au sein de la famille, à quel moment la télé est allumée pendant les repas, par exemple, à quelle fréquence, etc. Et ça nous permet d'avoir énormément d'informations sur ces écrans au sens large. Donc, il y a la télévision, l'ordinateur, les smartphones qu'il faut bien distinguer. Et justement, comme le disait Daniel Gaunache, en fait, la recherche a permis de contrer le phénomène « attention, les écrans sont dangereux », en insistant beaucoup plus sur, en fait, ce qui est beaucoup plus important, c'est l'interaction que les adultes vont avoir avec les enfants autour de l'écran, donc les interroger sur ce qu'ils ont appris grâce à l'écran ou de faire en sorte que les contenus soient adaptés aux enfants. Mais au-delà de ça, en fait, pendant le Covid, il me semble que la grosse question, c'est beaucoup plus la fracture du numérique. Qui a accès au sein des classes? Est-ce qu'ils ont accès à une connexion Internet? Est-ce qu'ils ont accès à du matériel adéquat? Et c'est vrai que dans une situation comme celle de la Covid en urgence, j'imagine qu'il n'y avait pas moyen de monter toutes ces infrastructures en quelques semaines et que beaucoup de professeurs avec qui j'ai échangé m'ont dit qu'en fait, ils perdaient 1, 2, voire 5 élèves par classe à cause de la fracture du numérique, justement. Oui, c'était l'objet effectivement du TEDUC précédent. Oui, oui, on en a beaucoup parlé. Mais en tout cas, merci beaucoup. Roselyne Prieur voulait prendre la parole. Ah, d'accord. Non, je voulais juste, il me semble que sur le numérique, Grégoire Borges disait beaucoup que ce qui était intéressant, par exemple, quand on fait faire un quiz à un élève, c'est qu'il puisse avoir un retour immédiat, justement pour générer ses émotions tout de suite, lui donner la connaissance qu'il a soit réussi, soit il s'est trompé, avoir tout de suite la réponse. Et ça, c'est intéressant pour ça, le numérique. Il y a certainement des tas d'autres acceptations. Ce qui implique aussi une vision différente de ce que peuvent être les évaluations dans le système scolaire. Oui, c'est encore une autre vaste question. Jean-Michel Zakartchouk, vous souhaitiez intervenir? Oui, je voulais poser une question finalement par rapport au sujet de ce TEDUC. Quand on voit quand on entend les interventions de Daniel, de Grégoire Borst, de Jean-Luc Berthier et d'autres personnes comme Olivier Houdet et autres qui ne sont pas là, on s'aperçoit que tous disent mais les neurosciences ou les sciences cognitives n'ont pas à prescrire quoi que ce soit aux enseignants. Elles peuvent apporter des lumières, mais c'est tout. Et pourtant, un certain nombre en tout cas d'enseignants, de chercheurs, notamment des sociologues, tout ça, disent que les neurosciences essaieraient de s'imposer sous forme de diktat, d'imposer leur conception. Et c'est toujours curieux parce qu'il y a une distorsion entre ce que disent des chercheurs engagés, en tout cas sur le terrain de l'école, beaucoup de chercheurs, peut-être pas tous, mais beaucoup, et puis les accusations qui sont faites sur les neurosciences, alors que
vous avez insisté plusieurs fois sur la nécessité de travailler de façon pluridisciplinaire et que tous les éclairages sont bons. Oui, d'ailleurs, Michel, il y a un autre acteur. Il y a un autre acteur que tu n'as pas cité, ce sont les politiques. Et il y avait une citation qui m'intéressait, que j'avais envie de vous lire, qui était une citation de Jean-Philippe Lachaud, qui est un neuroscientifique qui travaille sur l'attention, que vous connaissez peut-être, et qui avait écrit dans un numéro des cahiers pédagogiques qui était consacré justement aux neurosciences et à l'éducation. Il disait « Je ne suis pas du tout convaincu que les neurosciences puissent apporter quelque chose de radicalement nouveau, parce que toutes les bonnes idées ont déjà été trouvées par les enseignants au contact avec les élèves quotidiennement. Par contre, elles peuvent recentrer sur les meilleures idées et donner confiance aux enseignants en révélant les fondements scientifiques de ces intuitions. » Et je trouvais cette citation extrêmement intéressante, extrêmement juste, l'idée que les sciences cognitives puissent guider finalement les pratiques pédagogiques. Voilà, n'hésitez pas, peut-être on a le temps pour une dernière question, si vous en avez. Une question pour Pauline Martineau, pour les élèves 10, vous disiez que les difficultés dépendent de l'interaction avec les parents des 4 mois. Dans les cas de 10, c'est ce qu'il se passe, les enfants peuvent les développer suite aux interactions. Est-ce que les enfants peuvent les développer suite aux interactions? Pauline Martineau, si vous comprenez. Alors, si je comprends bien la question... Donc, je n'ai pas du tout dit que les difficultés 10 venaient de l'interaction avec les parents des 4 mois. Dans le cas des 10, c'est ce qu'il se passe. Non, excusez-moi. Oui, Ah oui, donc la question, c'est est-ce que c'est plutôt, Océane, si je reformule, est-ce que ça serait plutôt, est-ce que des difficultés d'apprentissage pourraient résulter d'un défaut d'interaction avec les parents? C'est bien comme ça que je la comprends? Oui, Oui. c'est ça? D'accord, très bien. Écoutez, moi, je n'ai pas du tout étudié cette question-là. C'est une question très spécifique et c'est toujours très difficile en recherche d'affirmer qu'il y a un lien de causalité entre un phénomène spécifique avec une conséquence, puisque un enfant, justement, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas un cerveau ou c'est même pas un corps. En fait, c'est un élément qui interagit avec un environnement, qui a énormément d'interactions avec les gens qui l'entourent, mais aussi sa manière de se nourrir, la manière dont il a pu grandir dans la société. Donc, en fait, on va pouvoir dire, grâce à la recherche, des liens, des associations qui sont très fortes. Mais par contre, moi, je ne les ai pas du tout étudiées, celles-ci. Mais je veux bien qu'on garde contact et puis vous envoyer des publications pour creuser un peu cette idée-là. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Merci au public d'avoir été présent. Et puis, je vous donne rendez-vous. Alors, vous dire d'abord qu'il y aura un compte-rendu de ce TEDUC et puis des références sur la page consacrée au TEDUC sur le site de la Cité des Sciences. Et le prochain TEDUC, ce sera le 18 novembre, même heure, même format, sur le thème « Comment rendre les élèves acteurs d'une démarche scientifique au musée ». Donc, je vous invite à aller consulter le programme complet des prochains TEDUC sur le site de la Cité des Sciences. Merci à tous, à très bientôt. Et je vois s'afficher ici le numéro des cahiers pédagogiques sur neurosciences, éducation, un autre, l'actuel sur l'actualité de la métacognition. N'hésitez pas à aller les consulter. Merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.